Moi, je voulais dire, j'ai été très impressionné par les présentations subtiles sur les aspects organisationnels, mais même qui touchent à la politique, qui touchent à la morale, qui touchent à l'éthique de tout ce qui se passe sur la gestion et la propriété des ressources. C'est très bien illustré, magnifiquement illustré par la présentation de Frédéric Thomas avec tous les échelons. Et puis c'est illustré aussi par les pommiers. On voit que même tout ce qu'on croyait à peu près compris est remis en question, par exemple, par l'application des DSI et du protocole de Nagoya. Alors, tout ça, ça décrit quelque part, je ne veux pas être critique, hein, ça décrit une espèce de champ de bataille. C'est incroyablement quand même, on a l'impression qu'il y a des couteaux qui sortent de partout pour essayer de savoir si on est propriétaire ou pas. Et bon, où ça mène? Est-ce qu'il y a une instance qui va finir par arbitrer? Est-ce que ça ressemble un petit peu à la gestion dans un autre domaine tout à fait différent, aux efforts qu'on fait pour supprimer les paradis fiscaux. Hein, on a l'impression que tout le monde sort des couteaux et puis on trouve des solutions, mais on trouve des contre-solutions et des solutions et des contre-solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce domaine? Faites un peu de prospective. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de rivalité agressive ou est-ce qu'on va finir par trouver des modus vivendi où tout le monde va être content? Ok, merci. Donc c'est une très bonne question. Hein. J'avoue que les débats en ce moment sont assez tendus hein, et justement on a cette potentielle rivalité nord-sud où il n'y a pas les mêmes attentes. À quoi ça va aboutir? De toute façon, il y a forcément des décisions qui vont être prises, hein, en tout cas proposées à la prochaine COP. Après, faire des prédictions sur comment ça va se faire, il y a aussi beaucoup de politique et d'aspects juridiques, et j'avoue que je ne suis absolument pas experte maintenant. D'ailleurs, justement, hein, quand on parlait de TIRPA, enfin, nous, au quotidien, on essaye de comprendre hein, tous ces aspects qui sont assez complexes, hein, d'ailleurs. Je pense que, d'ailleurs, Frédéric pourra donner beaucoup plus de réponses là-dessus. Mais de toute façon, à un moment, on sera obligé de répondre à ceux qui ont fait cette demande, parce qu'en général, c'est eux qui vont fournir les ressources génétiques. Donc moi, de mon point de vue, je me dis que de toute façon, on n'aura pas le choix d'avancer. Mais je ne sais pas si je peux vraiment répondre là-dessus. Merci également pour ces commentaires. C'est difficile de répondre. C'est vrai qu'Amandine a finalement prolongé mon exposé très utilement, puisqu'elle a abordé sur le champ de bataille que vous décrivez, monsieur, le front de science, c'est-à-dire la patate chaude actuellement des DSI. Et pour reprendre ce que Amandine a très bien présenté, la grande question qui est posée par plein de groupes de travail, hein, de différentes initiatives, c'est de réussir à porter un discours pour la prochaine COP où la question va être: est-ce que c'est dans le scope de Nagoya, ces DSI, ou est-ce que c'est pas dans le scope? Et puis en plus, tous les débats subtils sur quelle est la définition des DSI, donc les séquences digitales. Alors, c'est un petit peu ce que je commençais à aborder quand vous avez vu les 3 cas que j'ai traités très rapidement de base de données, de ressources génétiques dans la nuit des temps de la génomique, c'est-à-dire au moment des premiers séquençages de génomes d'espèces entières, à savoir le premier génome de l'humain et puis après des espèces comme le riz. Il y a eu un moment important qui a été la décision, face à une querelle sur le séquençage du génome humain, de dire toutes les données de séquençage doivent être publiées en données publiques 24 heures après leur production, et c'est généralement la règle que les consortiums publics-privés de différents séquençages se donnent. Alors bien entendu, si on regarde la courbe du coût du séquençage, il a tellement chuté, hein, le génome humain, je ne sais plus, Amandine, tu me corrigeras, mais c'était quelque chose de sur 10 ans, 3 milliards, quelque chose comme ça. Et puis aujourd'hui, le séquençage des pommiers, ça coûte combien? Un génome, on est dans les 150 €. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'est vertigineux. Donc évidemment, les règles qui se mettent en place, elles sont très différentes quand on a 2-3 gros consortiums sur quelques espèces pionnières et quand aujourd'hui, finalement, c'est devenu une technologie routinière que tout un tas de petits collectifs entraînent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce qui est très intéressant dans ce qu'on vit, c'est que pendant toute une période, ce sont finalement les producteurs des séquences, leur alliance, et merci beaucoup hein, pour moi, Amandine, votre programme
c'est vraiment une étude de cas en soi. C'est-à-dire, premièrement, ça montre combien les chercheurs sur le terrain bien sont obligés d'improviser avec Nagoya. Et on pourra en reparler de vos improvisations. Je ne suis pas sûr qu'Ahmed, dans son pays, soit véritablement, officiellement reconnu pourvoyeur, mais j'espère pour vous. Ça dépend comment le protocole de Nagoya a été implémenté par des némois l'anglicisme dans le pays en question. Donc ça pose plein de questions ce que vous faites. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre exposé, c'est tout cet effort pour coller à une certaine légalité, qui est un casse-tête pour les chercheurs, sans être très 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 certain d'être vraiment dans la légalité. Si par exemple, comme dans le cas du cassia amara en Guyane française, votre programme a été épinglé par exemple à la Fondation France Liberté, Daniel Mitterrand, comme quoi vous faites de la biopiraterie, ça peut vous tomber dessus, malgré tous vos efforts. Et c'est ça qui est à la fois beau et inquiétant, c'est que la multiplication de ces types d'univers, vous avez raison monsieur, c'est peut-être pas la guerre, mais c'est une instabilité totale. Les chercheurs naviguent à vue, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas leur boulot de comprendre la globalité du régime comme j'ai essayé de vous le faire. Moi j'essaye de participer. Je vous enverrai, Amandine, les petites vidéos que j'ai faites sur la transcription du protocole de Nagoya au Vietnam. Et c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, si Ahmed était vietnamien, il n'est pas pourvoyeur. Il n'a pas le statut officiel de pourvoyeur. Mais ce n'est peut-être pas le cas dans son pays. C'est le Kazakhstan, c'est ça? Non, c'est en Iran. Et c'est vrai qu'en Iran, ils n'ont pas du tout ratifié le Nagoya. On avait du mal à trouver des focal points. Et en fait, les feuilles, le gouvernement voulait bien. Donc ça déjà. Mais les pépins, c'est hors de question de les sortir du pays. Donc après, voilà, nous, on a tout un protocole de signature de MTA avec un template. Mais alors en France, ça a commencé à se cadrer à partir de 2014. Donc on a des outils, on a des interlocuteurs. En Iran, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des interlocuteurs. Donc après, on essaie de mettre en place un protocole où on se dit au moins on a une traçabilité des ressources. En tout cas, des feuilles. Par contre, les pépins, c'est un peu comme en Chine, on ne peut rien sortir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, si on vient au détail du protocole de Nagoya, c'est que les chercheurs européens, ils sont doublement coincés. C'est-à-dire qu'ils sont censés respecter la réglementation de Nagoya des pays dans lesquels ils vont faire de la bioprospection, si elle existe, mais ils sont aussi coincés par la transcription du protocole de Nagoya en droit européen, une convention, puis en France, la loi de reconquête de la biodiversité 2017, c'est ça, je ne sais plus, ou 15, je ne sais plus. Et donc, s'ils ne respectent pas les règlements Nagoya dans les pays, ils se font épingler par leurs propres instituts, etc., qui les forcent. Donc le chercheur européen, et c'est tant mieux, il est pris en tenaille pour respecter ses engagements dont la finalité est éthique, encore une fois. Il ne faut pas l'oublier quand on est critique par rapport au système qui est lourd, c'est vrai, mais qui a une finalité politique et éthique. Et la difficulté à laquelle vous vous exposez, j'imagine, dans ces programmes pommiers, c'est quand on se trouve dans un pays qui n'a pas ratifié le protocole de Nagoya, ou qui a une vague loi, mais il n'y a pas encore des décrets d'application. Et donc, au Vietnam, sur certaines ressources, le Vietnam n'est pas membre du TIRPA, donc tout relève du protocole de Nagoya, y compris les ressources agricoles. Vous avez une partie qui est bien décrite dans un décret très récent, de 2018-19, pour l'accès aux ressources génétiques, mais la loi parle de l'accès au savoir traditionnel associé aux ressources génétiques, mais il n'y a pas de décret, donc on ne sait absolument pas comment faire. Et quand on est dans une situation juridique très très floue comme ça, il y a beaucoup d'incertitudes juridiques. Voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir une clarification? Sans doute sur les DSI, moi je vois l'affaire faite d'ici. Le protocole de Nagoya a toujours été la Convention sur la diversité biologique a toujours été pro-biotechnologie, et depuis 1992. Je dirais même que ça a été fait pour ça. Enfin, ça c'est mon analyse un peu provocante. Donc je pense que tout le lobbying des scientifiques, des industriels, etc., a extraire les DSI du scope des APA, des accès et des partages des avantages du protocole de Nagoya, c'est sans doute ce qui va être fait. Et puis c'est une évolution aussi par rapport à tous les blocages que crée le protocole de Nagoya. Donc, pour répondre peut-être totalement à votre question, dans nos deux expériences, ce que vous devez peut-être retenir, c'est que, en fait, tous ces grands protocoles ont été beaucoup pensés en termes politiques et éthiques, pour des questions d'accès matériel à des ressources génétiques ou qui étaient à la fois informationnelles et matérielles, et qu'aujourd'hui, avec les DSI, eh bien, beaucoup de ces fonctionnements sont obsolètes, en fait. Donc il va sans doute falloir à un moment que
il y ait des diplomaties qui soient vraiment courageuses et qui suivent un certain nombre de discours des chercheurs en disant que tout le chantier est à remettre sur l'ouvrage. Alors, il y avait des questions dans le chat. Une question pour Amandine, c'est est-ce que vous avez une assistance juridique pour monter vos projets? Justement, ça rebondit un peu sur ce que vient d'évoquer Frédéric Thomas. Alors maintenant, on a des assistantes juridiques et en fait, faut remettre ça dans le contexte en fait. Quand on a appris que voilà, il y avait le protocole de Nagoya, déjà, il fallait voir comment ça allait s'appliquer en France. Moi, à l'époque, j'étais en Suisse en postdoc. Je suis arrivée en France, on avait tous les programmes déjà sur les pommiers. Il n'y avait pas forcément d'outils disponibles pour les chercheurs pour savoir comment procéder. Et par exemple, quand on est parti en Roumanie et en Autriche, l'avantage, c'est que j'ai collaboré avec une collègue à l'USDA. Et l'USDA était beaucoup plus clair sur quelle démarche faire. Et en fait, eux qui m'expliquaient, il faut faire des PIC, des MTA, etc. Donc à l'époque, il n'y avait pas forcément d'outils. Maintenant, on a le département juridique, on a des outils, que ce soit avec INREL, CNRS, sur intranet. Et en fait, on coche des réponses à des questions et ils arrivent à nous guider plus ou moins si le matériel qu'on utilise relève du TIRPA. Et effectivement, je réponds à une des questions dans le chat. Hein, oui, effectivement, malus, le sauvage et cultivé, relève du TIRPA en France. Si on a signé des MTA avec l'ONF, c'était aussi pour d'autres autorisations. En fait. Donc maintenant, en fait, on préfère signer des MTA, histoire d'être sûr que ne pas le faire. Mais oui, maintenant, on a des soutiens. Et surtout, maintenant, on connaît bien la démarche. Hein. Je veux dire, par rapport au pommier, on connaît la démarche. Comment faut faire. Le plus compliqué, c'est quand on va dans des pays, comme disait justement Frédéric, c'est que quand on va dans des pays où c'est pas ratifié, c'est plus compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Du coup, on utilise la base. On connaît PIC, MTA, mais après, certains pays peuvent être plus contraignants sur ce qu'ils demandent. Après, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui nous coince en soi, parce que justement, nous, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité, de plus officialiser les collaborations qu'on faisait, ou ça se faisait par échange de mails. C'est un cadre, en fait, et c'est vrai que c'est quand même bien mieux, même si ça nous met des contraintes, c'est d'une certaine manière des contraintes qui sont utiles sur les projets sur le long terme. Donc effectivement, on peut dire que ça nous coince, mais en même temps, maintenant, on a une routine et on l'utilise. Et moi, via le Nagoya, j'ai appris énormément de choses aussi sur l'utilisation de recherche génétique. Donc oui, on a des outils et c'est utile en termes de traçabilité. Après, il y a la question du DSI. Est-ce que, vous avez dit, Frédéric Thomas, que la mise en commun pouvait causer des injustices? À un moment, vous avez, quand je dis la mise en commun, et c'est l'argument autour du commun, ça pouvait causer des injustices, notamment pour les agriculteurs. Est-ce que vous pourriez redévelopper un petit peu ce point-là qui n'est pas forcément intuitif? Oui, alors il y a deux choses un peu différentes que je disais. La question du libre accès qui peut être source d'injustice, parce que vous l'avez vu historiquement, quand on retrace toute l'histoire de la constitution des collections, le fait, et ce qu'on fait toujours aujourd'hui, le programme présenté par Amandine du pommier est finalement le même geste. Je vais faire un peu de provocation devant vous, Amandine. Mais on voit bien que dans votre programme, vous allez faire de la prospection, vous essayez de respecter le protocole de Nagoya, je n'y reviens pas. Vous plantez, vous expérimentez, vous séquencez, et puis après, vous dites, finalement, le produit final, c'est quoi ? C'est potentiellement des bases de données, des données de séquençage de cette diversité génétique du pommier. Et la question, c'est est-ce que ça va être dans le scope de Nagoya ou pas? Et ce ou pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire les rendre disponibles. Et donc, si on les rend disponibles, ça veut dire à la communauté scientifique, ça veut dire que ça redevient de la donnée publique en libre accès ou des commons, parce qu'il y aura des règles d'accès définies par la communauté qui aura créé cette base de données. C'est là pour
pour ça qu'on peut parler de commons. Donc vous voyez bien que là, la mise en commun crée une injustice, l'injustice que le protocole de Nagoya essayait de régler par ces mécanismes d'accès et de partage des avantages. Et si Amandine nous a dit qu'il y a des débats dans son groupe de travail, c'est bien parce que les scientifiques aux prises avec ces débats se rend bien compte quand il est confronté à cette idée « Ah, je vais mettre de la donnée publique alors que normalement il y a des ayants droit originaires. Est-ce que j'ai le droit de le faire ?» Tous les génomiciens se posent cette question actuellement. Donc on voit bien là, dans la pratique de pointe, que le problème éthique de partager les avantages avec le fournisseur de la recherche, de la ressource, dès lors qu'elle est dématérialisée et mise en commun, ça ne fonctionne plus. Donc c'est en ça que le libre accès, finalement, n'est pas la panacée. La propriété privée n'est pas non plus la panacée. La question éthique qu'on doit se poser, et c'est difficile, c'est toujours se poser la question si, un, on est juridiquement dans les clous, mais ce n'est pas pour ça qu'on est éthique, on peut en discuter, et deux, si, une fois qu'on est juridiquement dans les clous, on est aussi capable de dire on est à peu près juste avec tous les protagonistes. Donc effectivement, c'est difficile. Je vous laisse compléter, Amandine. Oui, ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai que la question du partage des données accessibles à tout, pour nous, c'est, au-delà des débats autour du Nagoya Protocol, etc., c'est quelque chose de toute façon qui est au sein des discussions de nos unités depuis, on va dire, 5 ans, où maintenant, on doit tout mettre à disposition. Que ce soit nos scripts associés aux publications. Avant, il y avait un peu... c'était assez flou, c'est-à-dire qu'il y avait une publication, on parlait de données, mais les données ne devaient pas être obligatoirement publiées, c'est-à-dire que maintenant, on va vers une possibilité de reproducibilité de la science, où on explique qu'un papier publié doit pouvoir être reproducible, c'est-à-dire que n'importe qui réutilise les données doit être capable de prouver ce que moi j'ai prouvé. Et donc, nous, de toute façon, on doit maintenant mettre en accès libre l'ensemble, non pas uniquement des données, mais des données phénotypiques. Donc, de toute façon, c'est une démarche qu'on a déjà, outre le protocole de Nagoya, en dehors du fait qu'on a des matériels génétiques spécifiques, etc. Donc, de toute façon, nous, on tend vers ça. Après, et c'est vrai qu'avoir un accès libre à ces données génomiques, pour nous, clairement, c'est, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est clair et net que c'est quelque chose qu'on doit favoriser, parce que si on commence à devoir signer des MTA pour avoir des données, ça va forcément ralentir la science, ça c'est sûr. Et du coup, il y a toutes des discussions là-dessus, est-ce que oui, quels vont être les plus ou les moins, pour quelles personnes, où, et c'est clair que je comprends aussi les débats qu'il y a autour. Après, nous, clairement, on va dans la direction où, de toute façon, on doit plus ou moins tout mettre en open access. Donc, c'est pour ça que tout est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on nous dit que voilà, il faudrait que ce soit bilatéral, mais en même temps, nos données, il faut qu'elles soient accessibles à tous. Donc, je pense qu'il y a plein de questions qui restent encore en suspens à l'heure actuelle. Hein. Enfin, moi, là, je vous parle à l'heure actuelle, on en discutait encore la semaine dernière avec mes collègues. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est open access, différent de free access. Moi, quand je parle de open access, c'est free access, c'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer mes données de phénotypage qu'on a mesurées sur nos pommiers, pourra récupérer le fichier Excel en regardant le pommier de Roumanie, pousser mieux à un endroit donné. Et ça, on va vers ça, en tout cas en recherche publique. Si la question dans le chat, c'est open access, free access, est-ce que c'est la même définition? Amandine vient de répondre et je comprends tout à fait sa réponse. Toutefois, moi je pense que c'est bien peut-être de distinguer le libre accès, traduction de free access, et l'accès ouvert. D'abord parce que les mots ont une histoire, on en discutait au début de séance. Ils n'ont pas la même histoire, pas tout à fait la même histoire. Pour moi, dans ma pratique de ces questions-là, je me dis que le libre accès renvoie vraiment à ce que la propriété intellectuelle définit comme le domaine public. C'est-à-dire des choses qui sont des choses au sens juridique, hein, des res qui sont libres de droit et qui sont donc accessibles à tous. Et dans ces choses accessibles à tous, il y a en droit romain, il y a deux choses dont j'ai parlé très rapidement, les res communes et les res nullius. Les res communes, ce sont vraiment les choses que la force publique définit comme non appropriables.
Les rest null use, c'est éventuellement appropriable par le premier occupant. Et dans nos domaines, c'est celui qui dépose un brevet. L'open access, c'est différent. L'open data, l'open science, c'est différent. C'est la philosophie que Amandine nous déroule. C'est de dire, de toute façon, l'Europe nous oblige à publier nos données brutes pour la publication d'un article. Les éditeurs aussi, vous ne l'avez pas dit, mais je sentais que vous le pensiez. Et donc, cette philosophie de l'open science, de la science ouverte, elle dit quoi de ces jeux de données? Elle dit qu'il faut les ouvrir au maximum, hein, mais qu'il faut les fermer avec des phénomènes là aussi qui rejoignent les droits de la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle les embargos pour les équipes de recherche sur un certain temps, etc. Mais que la donnée doit être aussi ouverte que possible. Et il y a un mot qui, sur toutes les bases de données européennes aujourd'hui, arrive, et donc par rapport à Nagoya, c'est la fairisation des données, F-R-A-I-R. Foundable, reproducible, accessible, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elles disent? Là aussi, on est très proche de la théorie des commons. La question de la fairisation des big data et des banques de données consiste à dire que oui, c'est ouvert au maximum, mais selon un certain nombre de règles définies par les communautés d'usagers, etc. Donc, c'est deux choses différentes, et ça répond aussi à votre question. Ça peut être contre-intuitif que le libre accès produisent de l'injustice par rapport à des ayants droit parce que ça leur supprime tout droit. Sur les commons, c'est au cas par cas qu'on va regarder si les communautés scientifiques, effectivement, ont des politiques de partage qui sont des politiques de partage uniquement entre eux, et on tombe exactement dans ce que je vous disais à propos d'Elinor Ostrom, dans des biens clubs. Et là, on a une question très importante, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'appropriation avec des droits de propriété intellectuelle classiques comme le brevet, mais on est dans d'autres formes d'appropriation que sont les biens clubs et qui ont, je pense qu'Amandine vous serez d'accord avec moi, qui ont des potentialités de blocage de la ressource brute de la recherche beaucoup plus grands que les droits de propriété intellectuelle qui portent sur des inventions. Et c'était l'article de Hill Garner sur lequel j'attirais votre attention qui le souligne dès 2014, si j'ai bonne mémoire. Et donc ça, c'est important parce que ça complexifie à nouveau énormément le paysage. La propriété intellectuelle, ce n'est pas que du COV et des brevets en la matière, ça peut être le contrôle de l'accès à ces bases de données. Et donc la question du contrôle de l'accès à ces bases de données est absolument essentielle. Et j'ajouterai une chose, c'est que ce n'est pas le tout de mettre les DSI en libre accès. Moi, je ne suis pas génomicien, j'essaye de comprendre ce que vous faites. Mais le barrage, on peut décréter que la ressource est open access ou en libre accès, mais les modes d'interrogation de ces bases de données, ce sont des barrages techniques et cognitifs très importants. Ce n'est pas le commun des mortels qui est capable d'interroger ces bases de données pour véritablement être capable d'utiliser la ressource. Et surtout, vous me contredirez si je dis des bêtises, mais les logiciels, les modes d'interrogation de ces grosses bases de données sont potentiellement payants et sont des barrages à l'entrée. Oui, après on a des modalités d'accès aux données, mais globalement, c'est quand même un accès. Après, c'est vrai que quand je discute avec vous, justement, c'est pour... on voit que nous, on n'a quand même pas ces notions de juridique derrière. Et c'est vrai que des fois, on est un peu limité dans l'interprétation, justement, de tout ce qui est open access, tout ce qui n'est pas open access, etc. C'est vrai que nous, on suit le faire, tant que faire se peut, on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que ces bases de données, elles sont accessibles effectivement à des personnes qui savent les utiliser, principalement des gens qui font de la génomique, mais après, c'est quand même assez intuitif de récupérer des séquences. On fait ça aussi avec les lycéens, donc c'est quand même assez accessible. Ça dépend ce qu'on veut faire avec, évidemment. Après, mais effectivement, et après, je vais une question justement sur le fait, est-ce que nous, on ne pourrait pas, en tant que chercheurs, être un peu apporter des réponses aux politiciens sur ces questions d'utilisation des DSI, et c'est ce que font d'ailleurs le consortium et le site internet que je vous ai mis en fin de présentation, c'est justement d'essayer de fournir des éléments de discussion pour la prochaine COP sur l'utilisation de ces DSI. Et là, c'est là, parce que en fait, nous, les chercheurs, voilà, on est un peu experts dans le domaine, on va dire, scientifique, mais les aspects juridiques et politiques sont aussi super complexes. Donc, on essaye de donner notre voix via ces consortiums, en fait. Et c'est justement pour ça, je pense que c'est intéressant d'explorer ce site internet pour bien comprendre la démarche
de l'avenir. J'ajouterais quelque chose à ce que vous venez de dire, Amandine, c'est que la nécessité de l'interdisciplinarité entre les sciences sociales et la génomique, les sciences du vivant, est absolument capitale parce que vous avouez modestement avoir un certain nombre de problèmes avec les catégories objets juridiques et économiques qui sont nécessaires pour appréhender ces sujets. Mais nous, de notre côté, même quand on fait un énorme effort d'acculturation à vos sciences, on a besoin du contact permanent avec vous pour voir si ce qu'on dit a un sens dans vos pratiques. Merci aux deux présentateurs pour leurs interventions, pour la discussion aussi finale. On va conclure la séance maintenant. J'espère qu'on voit que ça suscite une belle discussion et des questions à la fois pratiques et théoriques derrière. Donc, merci encore une fois pour vos présentations. Merci beaucoup pour votre invitation.